bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Alors, nous sommes de retour, nous avions besoin de quelques jours de vacances aussi, se reposer, se ressourcer et puis glaner des informations par-ci, par-là. Et nous devions reprendre l'antenne en septembre. Mais vu le nombre d'informations, de choses en ce moment qui se passent en Martinique, mais aussi de par le monde, on a trouvé plus utile de reprendre l'antenne parce que vous nous avez aussi envoyé beaucoup de courriers. Où êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Quand est-ce que vous recommencez? Bien, nous sommes là. Et je remercie donc évidemment tous ceux qui nous ont envoyé tous ces courriers. Continuez à nous écrire au zouktv@gmail.com pour nous proposer des sujets qui pourraient vous intéresser, mais aussi peut-être pour quelque part étayer aussi ce que nous disons sur le plateau. Même si ce sont des spécialistes de l'information, vous pouvez bien sûr participer. Alors, Michel Branchier, comment ça va? Conseiller municipal de la ville de Fort-de-France. Oui, je ne suis plus conseiller territorial, mais je suis toujours militant. J'ai toujours dit d'ailleurs sur ce plateau que j'étais d'abord un militant et ensuite un élu. Et je reste un militant, même si je ne suis plus élu. Voilà. Bien. Bonnes vacances, ça s'est bien passé des vacances? Alors, parce que tu me parais très frais en fait. Hein? Alors, j'avais repris quand même un peu plus le karaté, puisque j'avais un petit peu délégué le karaté à mes assistants. Et puis malheureusement, le Covid nous a rattrapés. Et comme je suis pour le respect des consignes, nous avions fait des cours en plein air au stade de Louis Achille avec une quinzaine de jeunes. Malheureusement, nous sommes obligés d'interrompre. Voilà. Bien. Bonsoir José, merci d'être avec nous. Bonsoir Mano et merci de me réinviter à chaque fois. Mais tes vacances t'ont aussi réussi, tu es tout frais. Je suis en vacances. Je suis toujours en vacances. Eh bien ça se voit. Donc fraîche. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup José. Alors le nouveau conseiller territorial de Martinique en la personne de Charles Chamas, professeur d'histoire et de géographie, mais aussi membre du PPM, mais oui. Tu travailles aussi, tu participes au journal du PPM. Oui, absolument, voilà. Absolument. En tant que contributeur et puis aussi de temps en temps. Non, parce que les gens sachent quand même qu'autour de cette table, il n'y a que des journalistes. Absolument. En parlant de vous, pas moi. Mais en parlant oui, de tout à fait. Parce qu'on peut dire, ouais, c'est PPM, c'est pour ça, il est là. Non. Contributeur dans le journal et puis parfois éditorialiste. J'écris assez régulièrement dans le journal. Et je vous remercie, Emmanuel, merci beaucoup pour l'invitation et je suis très heureux de vous retrouver. Alors, comment je vais? Personnellement, je vais bien, mais je suis triste. Je suis triste et je vais vous dire pourquoi. Voilà. Très bien. Et ce sont des salutations, bien évidemment, progressistes que je formule à la population martiniquaise. Très bien. Je vois qu'on n'a pas fini de voir les vestes. Non. Très bien. Eddy, merci beaucoup d'être avec nous. Merci Mano, merci, bon retour, merci à toi. Tes vacances aussi te réussissent là. Je suis très content que tu aies remarqué que... Ah oui, la coupe. Oui, moi j'étais la poussière. J'étais la poussière, comme on dit chez nous. Ouais. Merci beaucoup d'exister. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent que c'est grâce à toi que cette télé existe. Ouais, et puis évidemment à toutes les équipes qui sont autour. Voilà. Notamment notre réalisateur, notamment Manuela, la responsable des programmes. Voilà. Je ne sais pas s'il existe un terme pour dire responsable de toute bagaille. Parce que Manuela, c'est vraiment une pièce maîtresse. La cheville ouvrière. La cheville ouvrière. Voilà, bien merci à tous les quatre d'être avec nous. Merci à vous chez vous de nous suivre. Bonsoir à la communauté Facebook, puisque vous êtes nombreux à nous regarder en direct le jeudi soir. Et la télévision traditionnelle nous regarde le vendredi à 20h, le samedi soir à 18h et le dimanche à 10h. Comme ça, ceux qui ont été à la messe très tôt peuvent nous regarder à 10h et ensuite faire à manger pour l'époux, la famille, les enfants. Voilà. Très bien. Et puis, ça a peut-être changé parce qu'il y a, pensez bien, une nouvelle rentrée. Il y aura peut-être d'autres choses qui arriveront sur Zouk Télévision. Petit à petit, on vous en parlera. Vous allez voir de vous-même et puis vous allez commenter. Alors, messieurs, on va commencer par le tremblement de terre en Haïti. Je pense quand même que j'ai reçu ici cette semaine des Haïtiens, 3 Haïtiens, pour nous parler un petit peu de tout ça. On a pu avoir un journaliste d'Haïti. Et ma première question est de leur demander est-ce qu'Haïti est maudit, quoi? Parce que c'est ce qu'on entend partout.
tremblement de terre à répétition. Tout président qui a passé, il y a un problème. Le dernier a été exécuté. Donc, mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit que ce n'est pas ça. Il y a une sorte de plaque. D'accord. Mais certaines personnes pourraient croire que c'est ça. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'Haïti, malheureusement une fois de plus, qui est frappé par le sort? Mais tu permets, je prends la parole tout de suite parce que j'ai entendu ça dans le Brossois et j'étais obligé de rectifier. Il se trouve que j'ai un ami qui est un... Excusez-moi, Michel, je crois qu'à l'heure où nous parlons là ce soir, nous sommes presque à 2000 morts. Hein. Non, ouais, plus de 2200. 2200. D'accord. Effectivement, j'ai un ami qui est un ancien ingénieur de l'Institut géophysique du Globe. Et bon, et pour résumer son explication, c'est qu'il y a une plaque, il y a une faille, c'est pas seulement une plaque, il y a une faille. Et la faille traverse Haïti. Et que par conséquent, les Haïtiens savent ça, les autorités savent ça. Et par conséquent, et deuxièmement, s'agissant des cyclones, comme Cuba d'ailleurs, les cyclones passent par Haïti et montent vers Cuba. Donc par conséquent, la différence, c'est qu'à Cuba, il y a un État, et à Haïti, il n'y a pas d'État. Voilà. Et qu'à Cuba, on sait déplacer les gens quand il y a des catastrophes. Il y a une défense civile, c'est les comités, les CDR, les comités de défense de la Révolution qui sont implantés localement et qui mobilisent la population. Okay. La prise en charge dans les catastrophes, c'est d'abord la population elle-même. Et ensuite, les autorités, l'armée, etc. Bon. C'est ça la différence. Alors, ce qui peut-être accélère ce genre de paroles aussi, les gens se demandent, mais Haïti et Saint-Domingue sont sur la même île, et Saint-Domingue pratiquement n'a jamais eu, ou n'a pas aussi souvent des tremblements de terre de 7,2, je crois. José? C'est 7,2, oui. Alors, le problème de faille n'est pas spécifique à Haïti. La faille existe par chez nous aussi. Et Michel a très bien résumé ça sur l'organisation interne du pays, et les organisations qu'on peut trouver dans un pays comme Cuba, peut-être un peu plus à Saint-Domingue qu'on ne trouve pas en Haïti. Et vous verrez que si on avait un tremblement de terre du genre chez nous, comme il y a une organisation française à la française de notre État, on n'aurait pas à montrer du doigt, on n'aurait pas souffert autant qu'eux, ils souffrent. Alors, c'est vrai que c'est presque pas de chance pour eux, mais qu'on n'aille pas penser que c'est parce qu'ils sont maudits, qu'ils sont des choses comme ça, pas du tout. Non, je crois que la géographie ne joue pas avec ces malédictions dont on veut faire état. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment le coup de pas de chance, parce que au lendemain du tremblement de terre, où ils ont un cyclone ou une dépression qui arrive, des gens qui sont sans abri, qui prennent de l'eau. Moi, je trouve ça très triste pour ce peuple-là qui n'arrive pas à se mettre en vertical pour avancer. Bien. Juste un mot à propos de... Bon, je ne vais pas reprendre ce que mes camarades ont dit. Quand on parle de faille, forcément, il y a des plaques. Hein. Géographiquement, les plaques, ou alors elles se chevauchent, ou alors elles coulissent. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène de tectonique des plaques, c'est un déplacement des plaques en permanence. D'ailleurs, tout est thermodynamisme. Et les plaques, en fait, elles se reposent, ce sont des plaques dures qui se reposent sur du magma. C'est comme l'atmosphère. L'atmosphère aussi est organisée sur le principe du thermodynamisme. C'est-à-dire qu'il y a des courants. L'air frais descend et l'air chaud monte. Et donc, c'est ce qui va créer la spirale, qui va créer la dépression et le cyclone. Pareil pour les plaques. Eh bien, comme les plaques sont en perpétuel dynamisme, à un moment donné, il y a une résistance. Et cette résistance s'accumule parce qu'il y a eu un accroc quelconque. Et c'est quand la résistance cède, que ce soit par subduction, c'est-à-dire une plaque sous l'autre, ou que ce soit par déplacement de profil. Bon, il y a donc décrochage, voilà, merci. Décrochage, il y a donc un fort séisme
Et ça fait que la réalité, c'est que, voilà, on a les images là, la réalité, c'est que un séisme de l'ordre de 7, c'est sûr qu'on a connu ici en Martinique, mais avec un centre du séisme qui était très très profond et assez éloigné de la Martinique. Là, il était beaucoup plus proche. 7, c'est énorme, hein, c'est énorme. Et puis la qualité d'infrastructure de ce territoire-là est plutôt vétuste. Hein. Ce sont des constructions qui sont fragiles. Chez nous. Et je veux ajouter par rapport à ce que tu dis que l'ironie du sort, c'est que la tempête qui les a touchés s'appelle Grace, quoi. Ouais. Donc, en plus. voilà, donc Grace. Du coup, ça ajoute un petit peu à toute cette interprétation. Mais vraiment, je suis de tout cœur avec eux. Bon, il faut Non, absolument. mais l'interprétation dont tu parles, ça a été dit, peut-être pas pour Haïti, mais sur des plateaux de télévision en France, par des éditorialistes qui ont parlé de magie, de vaudou, que nous avons aux Antilles, nous avons fait vaudou, par rapport à la vaccination. Oui, on avait dit ça par rapport à la vaccination. J'ai entendu ça. Mais concernant Haïti, la fragilité des infrastructures et puis la désorganisation de l'État, organisation sociale, politique et juridique, et là on voit qu'il n'y a pas de président, organisation sociale, politique et juridique, il y a une vacance. Et puis il y a une pauvreté. Quand on n'a pas un État, on n'a pas les capacités avec des services administratifs qui organisent véritablement les choses. On a un système de soins qui n'est pas entretenu, on n'a pas d'argent pour avoir des fonctionnaires au service de la population, etc. Tout ça, ça aggrave la situation. Et en plus, il y a le phénomène de gang qui contrôle certains quartiers. Et c'est encore la faiblesse de l'État. Parce que normalement, l'État devrait pouvoir se dresser contre ces personnes. Oui, cette histoire de malédiction d'Haïti, c'est d'abord un point de vue. Donc c'est d'abord un problème de communication. La bourgeoisie haïtienne au XIXe siècle faisait preuve de compassion pour la Martinique, en disant les pauvres. Parce que Fort-de-France a brûlé, il y a eu un tremblement de terre gigantesque, pas très loin du tremblement de terre. Et puis, il y a eu des fumerolles sur la montagne Pelée à la fin du 19e siècle. Et puis, il y a eu 30 000 morts. Donc, la bourgeoisie haïtienne, donc on a retrouvé des textes qui disaient « Mon Dieu, mais ils sont maudits ». Donc, vous voyez c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que c'est vraiment... Parce que nous souffrons quand même. Entre la fin de l'esclavage, 1848, et 1930... je vous rappelle que la dernière éruption de la montagne Pelée, 1930 quand même. Hein. Donc vous voyez, 1200 morts, absolument. Voilà, 1200 morts au Morne-Rouge. Ouais. Donc vous imaginez bien qu'à ce moment-là, en Haïti, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il y a eu quelques cyclones, mais ils avaient un regard vers nous qui était un regard de compassion. Et je suis sûr que s'il y avait eu des télés, des radios et Internet à l'époque, les Haïtiens auraient fait 2-3 cérémonies religieuses pour dire, et nous auraient envoyé probablement quelques sacs de riz ou de l'eau ou de farine pour nous aider. Donc aujourd'hui, nous avons ce regard-là, mais il n'y a pas plus de malédiction en Haïti qu'il y en a eu en Martinique pendant un siècle. Parce que pendant un siècle, nous avons souffert. Et puis je vous rappelle qu'entre 1950 et 1981, nous avons pris pas moins de 7 cyclones qui ont tué des tonnes de gens. Hein. Je veux dire, je vous rappelle qu'on a eu une tempête Edith, on a eu une tempête Bela. Bela a emporté, je crois, une quarantaine de personnes. Et David, et David a touché la Martinique et la Guadeloupe. Exactement. Hugo la Guadeloupe, etc. Et la Dominique. Voilà. Donc, on a ce regard-là. Il y a un autre élément qui est... Le mot n'a pas été prononcé jusqu'à maintenant, mais c'est la corruption qui est structurelle en Haïti. Plus il y a de misère, plus il y a de corruption, ça c'est clair, en tout cas de corruption massive. Et puis il y a un autre élément, c'est l'acharnement de l'ensemble des voisins et des anciennes puissances coloniales d'Haïti à désorganiser la jeune nation haïtienne entre 1804, indépendance chèrement acquise, hein, quand même, et début du XXe siècle, l'acharnement de la France, l'acharnement des États-Unis
l'acharnement de l'Allemagne, l'acharnement des Britanniques. Je vous rappelle que les Britanniques ont envahi Haïti. Okay, l'acharnement de l'Espagne, bien évidemment, puisqu'il fallait prendre une revanche sur Haïti qui avait envahi la partie République dominicaine et qui avait dominé la République dominicaine pendant 20 ans, avec des exactions terribles. Tout ça, ça a fait que cette situation contemporaine est l'héritage de toutes ces souffrances et de toutes ces exactions menées pendant un siècle. Voilà l'explication, entre autres. C'est pas une malédiction. C'est une réalité très pragmatique. On dit aussi les Bab Kamadou Capridifé aux États. Est-ce qu'ici, aujourd'hui, enfin à l'époque où nous vivons, nous risquons d'avoir des phénomènes encore de ce genre et avoir des choses encore bien pires que ce qui se passe là-bas? On rigole là, on rigole. Il y a des gens qui rigolent. Il y a des gens qui, à travers le cynisme ou de l'humour noir, se moquent des Haïtiens. Mais notre tour arrive. Hein. Il faut être très conscient de ça. On ne parle pas beaucoup de ce qui se passe sous la montagne Pelée, mais ce qui est en train d'arriver, c'est la répétition de ce qui s'est passé en 1902. Hein. C'est lent, c'est progressif, mais ça va arriver. Il y a une étude qui n'a jamais été, je vais en parler peut-être tout à l'heure, mais il y a une étude qui n'a jamais été rendue publique, qui a été faite auprès des habitants du Morne Rouge en 1994. C'était une étude publique, vous pouvez la trouver sur le net. Le titre de cette étude, c'est « La prochaine éruption de la montagne Pelée ». Donc ça nous pend au nez. Le 7 degrés, on a eu beaucoup de chance parce qu'il était à 100 km de profondeur. Il aurait été à 10 km de profondeur, comme ça a été le cas en 2010 à Haïti, ou ça a été le cas là, ben, il n'y a plus de Martinique. Hein. Alors, Arumta Zief disait déjà, il y a très longtemps de ça, près de 30 ou 40 ans, que de toute façon, la montagne Pelée va péter encore. Et c'est ce qui a contribué à ce que le Nord, enfin Saint-Pierre, tout ça, ne retrouve pas sa splendeur d'antan, parce que les gens avaient peur d'y aller, de s'investir. Mais ceci dit, depuis le temps qu'il a dit ça, rien n'est pas fait. Hein. Alors, j'abonde tout à fait dans le sens de ce que dit. Il faut raisonner à l'échelle historique, voire géologique. Nous sommes à l'échelle humaine. Une vie, c'est 70 ans. On oublie très vite que la Terre ne vit pas au rythme de l'homme. Et 1902, ça peut paraître lointain, 1930, ça peut paraître lointain. Pour nous, les hommes, parce que, bon, les gens qui se rappellent de l'éruption 1930, enfin, sont très, très rares. Mais à l'échelle géologique... Tu as dit ça encore dans Michel, je crois. J'aime le Scavapermis, c'est un karatéka. Donc il n'a pas d'âge. Voilà. Et en fait, les temps géologiques rappellent à l'homme que les phénomènes violents et naturels sont cycliques. Dernièrement, sur une chaîne National Geographic, je regardais les traces, dans la Méditerranée, les traces retrouvées par les géologues, enfin, sur les vestiges des tsunamis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les strates des terrains, voire à 4, 5, 6 km de distance de la mer, où se trouve une couche de sable avec des coquillages. Et ils ont calculé en moyenne, pour la Méditerranée, qu'il y a un tsunami majeur environ tous les 1500 ou 2000 ans. Voilà, et c'est ça. Alors, forcément, dans les temps immémoriaux, il y a eu plusieurs tsunamis, et on ne s'en souvient pas, il n'y a pas encore, c'était la préhistoire. On était au stade d'Adam et Ève, et au stade antédiluvien, ou au stade bon, aujourd'hui... La préhistoire, c'était quand même Zeus, Poséidon et Héraclès. Oui. Adam et Ève, c'est un peu plus jeune. Oui. Je te signale, faut aller voir le film, excellent film, 3. Oui, 3. Trois. Tout à fait. Et donc quand on parle de préhistoire, la pierre polie, la pierre taillée, etc., on parle de préhistoire parce qu'il n'y avait pas encore d'écriture. Mais quand on regarde, quand les traces archéologiques montrent que les rythmes de tsunami, c'est à peu près tous les 1800 à 2500 ans, eh bien, il y a un phénomène majeur qui est attendu pour de maintenant à 500 ans en Méditerranée. Et là, le Méditerranéen va véritablement vivre une catastrophe. Donc, nous, dans une vie, on ne connaît qu'une catastrophe éventuellement. Mais encore moins.
Dans Enfin, une ça, vie. Ça dépend des pays. Voilà, ça dépend Oui, des pays, oui. mais dans une vie, on connaît une catastrophe, mais il n'est pas. Alors, il y a ce qu'on appelle des crues centenales. Il y a ce qu'on appelle le lit de la rivière. Mais il y a un lit majeur et un lit mineur. Le lit mineur, c'est le lit dans lequel la rivière coule tout le temps, avec une petite crue de temps en temps. Mais parfois, quand il y a des pluies diluviennes, on découvre qu'il y a un lit majeur. Et le lit majeur, parfois, il sort de 50 mètres de part et d'autre que de la rivière. Et c'est souvent parce que l'homme a oublié qu'il y avait... Mais c'est ce qui s'est passé récemment dans le sud de la France, Et il y a voilà. une dizaine d'années. Et plusieurs fois, hein, Mais plusieurs fois en plus. L'homme ouais. oublie qu'il y a un lit majeur parce que ça fait 150 ans qu'on n'a pas qu'on n'a pas eu de crue extraordinairement forte. Et donc on construit là, et puis il y a 2, 3, 4 générations qui sont passées, il ne s'est rien passé. Et puis le jour où il y a une crue énorme, on se rend compte qu'il y a un lit majeur. Et c'est ça en fait. Donc la géologie et le temps géologique. Excuse-moi, je crois qu'on construisait beaucoup à ces endroits-là parce que peut-être que les mairies n'avaient peut-être pas fait le travail. On construit à ces endroits-là parce que les mairies n'ont pas dans leurs archives. En fait, souvent les archives, ce sont les archives du diocèse. Comment faire pour savoir s'il y a une grosse catastrophe? Auparavant, il n'y avait pas d'état civil tenu par les municipalités. Quand il y avait une grosse catastrophe, c'était les enterrements, c'était dans les diocèses qu'il y avait le relevé des décès. Et puis, il y a aussi la situation moderne, c'est qu'il y a des élections tous les 6 ans. Et que C'est et pas que- moi et que qui- la- c'est pas moi qui la dis ça, première hein. préoccupation, la première préoccupation Tu veux parler du plus, là. d'un élu, c'est d'être réélu. Michel, tu veux parler du plus, mais Oui. pas la pluie, hein, du Oui, plus. Tout à fait. Et donc, par conséquent, pour être élu, il faut être décider. dans le courant. Il faut être souple. Ça nous ramène d'ailleurs, Dans le lit de la rivière. tout à l'heure, un sujet qui peut venir, ça nous ramène aux gens qui ont comme préoccupation d'être dans le courant majoritaire des idées du moment. Ils n'ont pas le courage, quelquefois, d'aller à contre-courant des idées qui sont véhiculées. Alors, on appelle ça la démocratie. Mais ils ont peur de Sinois mais et quelquefois, Michel. il La faut avoir le contre-courant, courage ben oui. d'aller contre ce que pense la majorité des gens, parce qu'ils n'ont pas la formation scientifique qu'il faut. On en parlera Et, tout à l'heure on en avec les parlera tout à vaccins. l'heure. José, tu as quelque chose sur ça, sur ces cyclones, toutes ces histoires? Moi, je pense qu'on a dit l'essentiel sur ça, et je retiens bien une chose qu'il faut que les gens intègrent, c'est que le temps de l'homme n'est pas le temps géologique. Ouais, Et que nous qui avons connu Edith, Bella ou ça, parler de ça aux jeunes générations, ils ne savent pas. Moi, j'ai vu de l'eau traverser les terres Saint-Ville avec des voitures encastrées, 2-3 voitures descendant l'avenue Jean Jaurès. Des gens retrouvaient des voitures garées au pont de Chêne dans la cour de l'actuelle mairie de Fort-de-France. Vous dites ça à des jeunes générations, Je peux même donner une anecdote. Oui. Je peux même donner une anecdote qui va passionner les gens qui connaissent Fort-de-France. Mon papa avait un magasin à Fort-de-France. Et quand il entendait dire qu'il y avait un cyclone, qu'est-ce qu'il faisait? Comme bon commerçant, il prenait ses marchandises, il les mettait sur les étagères du haut pour préserver. Et ses voisins disaient, mais qu'est-ce qu'on a fait là à couillon? Faut que mettez à terre ou pas assurer. Et voilà. Et le patron n'a jamais abusé de ça parce que c'était quelqu'un qui croyait, enfin qui était un bon homme. Bon, c'est pour ça que je suis obligé de bien. travailler aujourd'hui. Tu n'es pas entier. Je ne suis pas entier, voilà. exactement. Alors, Oui, Michel. néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons un devoir de solidarité à l'égard d'Haïti. Il y a de nombreuses initiatives qui sont prises. Les gouvernants haïtiens ont exprimé publiquement, à la grande colère des organisations non gouvernementales, la volonté de ne pas laisser les organisations gouvernementales s'emparer de l'aide et de coordonner l'aide. Moi, je pense que c'est une bonne... Alors, je ne sais pas s'ils en ont la capacité, mais la volonté que l'aide soit coordonnée par les autorités haïtiennes. Je pense que nous devons soutenir cette volonté-là. Bien. Oui, il faut quand même faire attention, parce que ça a été le cas en 2010, et 75% de l'aide a été récupérée par les gouvernants haïtiens. Il faut le rappeler. Jovenel Moïse, qui était un ancien agriculteur, il plantait de la banane. Il faut rappeler ça quand même.
Il a été embrigadé dans ça par notre ami Martelly. On sait pertinemment que lui, comme d'autres, hein, il n'est pas le seul, ont largement profité de l'aide, puisque aujourd'hui il n'y a plus un seul bananier qui est planté sur ces terres. Il était, comme d'autres, gouvernants haïtiens, il s'est emparé d'une partie importante de ces sommes colossales qui ont ruisselé sur Haïti. Alors, il y a un Haïtien qui me disait à l'époque, poule pas qu'avec maïs. Donc, si on met un poule bon, en bas de maïs, il peut manger maïs. Il va éveiller bon. Poule pas qu'avec maïs. C'est un Haïtien qui m'a dit ça, c'est un musicien, Jacques Charmant, qui est décédé depuis il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Il y a un proverbe martiniquais qui dit pas mettez chat veillez baie. Voilà, ou bien lettre, ou bien lettre. Alors, on va parler maintenant du Covid, puisqu'il semblerait que les Antillais sont réfractaires à la vaccination contre le Covid-19. Alors, puisqu'on parlait de magie tout à l'heure, là, j'ai vu un truc sur Facebook, c'est une blague. Hein. On vous montre un gendarme qui va parler à son chef, et il dit, chef, je suis un peu inquiet parce que ça fait au 5e contrôle que je fais, et le contrevenant me dit qu'il vient des abîmes. Ça me fait flipper. Parce que comme on a dit que on est dans une histoire de vaudou. C'était à l'époque où les gens parlaient de vaudou. Chef, ça me fait flipper, il vient des abîmes. Alors que c'est une ville, la ville des abîmes. Alors, les Antillais réfractaires à la vaccination contre le Covid-19. La Martinique et la Guadeloupe subissent en ce moment une grande vague. Il y a des morts... Enfin, je vous laisse parler, allez-y. Je peux, en fait, je t'en prie. D'abord, je crois qu'il faut dire qu'il y a un sursaut sur la vaccination et que nous avons de plus en plus de gens qui vont se faire vacciner. Je ne pense pas que les Martiniquais et les Guadeloupéens soient plus ignares que d'autres parties de la population. Je crois qu'il faut surtout donner la parole aux gens qui prônent la bonne vérité pour aller se faire vacciner, plutôt que de tendre des micros à des gens qui racontent des faussetés sur la vaccination. Et il faut encourager les gens à continuer à se faire vacciner. Parce que quoi qu'on dise, on sait que les hôpitaux reçoivent certes des malades qui ont été vaccinés, mais dans des formes moins graves de la maladie. Et c'est ce qui est, je crois, très important à faire entendre auprès de la population, qu'il est important d'essayer de rester vivant. Et vous avez vu, on en parlait tout à l'heure, comment une animatrice s'est fait insulter à l'antenne parce qu'elle a osé dire aux gens « soignez-vous, restez vivants, j'ai pas envie de lire votre nom à la radio ». Et ce que ça a pu faire, je ne sais pas si tous vous avez tout à ça, fait. ce que ça a pu faire sur les réseaux. Et on peut la saluer, il s'agit de Judith, animatrice à RCI. Judith, animatrice à RCI Guadeloupe, hein, Michel, pas ici, c'est en Guadeloupe. Qui dit, avant d'entamer une lecture d'une page David Dessert, où elle a 137 fiches à lire, c'est pas rien, ça prend plusieurs heures à lire, elle dit... J'aimerais ne pas à dire vos noms à la radio. Organisez-vous pour rester vivant. Et le terme a choqué des gens et elle a été menacée. On la menace de mort pour avoir dit aux gens de s'organiser pour rester vivants. Il y a eu une incompréhension, mais c'est vrai, il faut que les gens s'organisent pour qu'ils puissent rester le plus en vie que possible. Il n'y a pas de place dans les hôpitaux, on le sait. Il n'y a pas d'oxygène. Chacun autour de la table doit avoir une connaissance, un parent, un ami qui est en souffrance par rapport à ça. Donc je crois que ça n'est pas un jeu. Mais ça devient, je pense, presque une forme de propagande que d'être pour le non, si bien que... Nous savons bien ici que vous avez des vaccinés et qui font l'apologie du non tout en s'étant fait vacciner. Ça existe. Des gens comme ça en Martinique, parce que ça fait bien d'être dans le camp des Antilles. C'est pas malin parce que, oserais-je rappeler, que près de 4 milliards d'individus se sont fait vacciner. Si c'était à ce point-là une mauvaise chose, ça se saurait. Voilà. Bien.
Michel. Alors, la première chose qu'il faut dire, je prends le relais de notre ami Anelka, c'est d'abord qu'il faut s'incliner devant la douleur et la souffrance de beaucoup de gens. Tous les jours, nous avons tous, je pense, Tout à fait. des témoignages. C'est que la différence qu'il y a entre le premier confinement et maintenant, c'est que pour beaucoup de gens, la contamination était quelque chose d'abstrait, de théorique, alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on a dans son entourage des gens qui sont atteints par la maladie, des gens qui décèdent, et je pense que la première chose que nous devons avoir, c'est beaucoup de compassion pour tous les gens qui souffrent, d'abord. Maintenant, tu as posé une question. Est-ce que les Antillais sont réfractaires? Bon. Il y a beaucoup de pays dans le monde où le taux de vaccination est faible. Ce matin, simplement, sur Radio France Internationale, on disait que la Nouvelle-Zélande, qu'on présentait comme un territoire zéro Covid, hein, il n'y avait que 20%, à peu près le taux qu'il y a en Martinique, il n'y a que 20% de gens ayant une vaccination complète. Et puis il y a d'autres exemples. Dans la Caraïbe, plus près de nous. Bon. Donc, Les Bahamas, c'est le pays, les Bahamas, Ouais. nos voisins, c'est le pays au monde où il y a le moins de vaccinés. bon. Par conséquent, il y a différentes causes. Il y a des pays qui ne sont pas vaccinés parce qu'il n'y a pas de vaccin. C'est l'occasion pour moi de dire, et je ne vais pas utiliser la langue de bois, au moment où on brûle un centre de vaccination à Fort-de-France, au même moment, dans l'humanité, je vois une photo de Tunisiens en train de se battre à Tunis pour entrer dans un centre de vaccination. Et 2 jours après, dans Le Monde, je donne mes références, je lis qu'il y a une manifestation monstre devant le ministère de la Santé d'Afrique du Sud, d'un parti d'opposition qui reproche au gouvernement son imprévoyance en matière de vaccination. OK? Bon. Et au même moment où tout ça se passe, on commence déjà à parler de la 3e piqûre, hein, le 3e vaccin. Oui. Alors, on va en parler. Bien. Alors, il y a des gens qui disent que s'il y a une 3e piqûre, c'est que les 2 autres ne valent rien. C'est faux. Parce que, ce que tu l'as dit, je préfère tout de suite tirer sur le canard avant qu'il prenne de l'altitude. Nous avons tous, notre génération a connu des vaccins avec des rappels. OK? Bon. Eh bien. Mais la question, c'est que la seule question qui n'est pas encore réglée, mais sur laquelle les scientifiques travaillent, c'est la durée d'immunité que procurent les vaccins actuels. On estime, en gros, pour les gens qui ont été vaccinés en janvier, que l'immunité dure de 6 à 9 mois. C'est pour ça qu'on parle d'une 3e dose pour les saisons françaises, à l'automne, c'est-à-dire en septembre ou octobre. Donc, je préfère tout de suite abattre ce canard. OK? Bien. Par conséquent, il y a beaucoup de causes. Je ne vais pas les énumérer, mais il y en a une qui me paraît importante de signaler. Excuse-moi, Serge Talley qui nous signale qu'il y a des manifestations à Bangkok pour obtenir des vaccins. Eh bien, exactement. Bon. Alors, je veux entrer dans de ce qui fait mal. Ce qui fait mal. Il y a des gens qui croient qu'en manifestant contre la vaccination, contre le pass sanitaire, contre la vaccination... C'est pas pareil, hein, la vaccination et le pass sanitaire. On peut être vacciné et être contre le pass sanitaire, Michel. Attends, laisse-moi finir. Moi, je te dis qu'il y a des gens qui manifestent et qui croient que, en faisant ça, puisque c'est des décisions qui sont prises par l'État français,
qu'ils sont des anticolonialistes et qu'ils sont des patriotes. Non, mais Voilà, les choses sont dites. je tiens à parler de ça. Bon. J'imagine certains de ceux qui font ça en patriotes Bon. du mal. Alors, En fait, c'est la et contestation. ils disent, nous avons une pharmacopée, nous avons des médicaments locaux, on ne veut pas les utiliser et on veut nous imposer le vaccin. Voilà ce qu'ils disent. Bon. Alors, d'abord, je leur signale qu'en Nouvelle-Calédonie, en ce moment, le président du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Indépendantiste. qui est un indépendantiste, est en train de mettre en discussion la vaccination obligatoire dans son territoire. Il faut dire aussi que là-bas, il y avait 0 cas de Covid. Bon, Puis brusquement, ça a flambé. Bon, donc, je veux dire par là que on peut prendre tous les pays de la Caraïbe, quel que soit le pays, que ce soit un représentant d'un État colonialiste ou que ce soit un représentant d'un Premier ministre du pays, il y a des décisions de restriction parce que, comme c'est un virus qui est aérien, quelle que soit la méthode utilisée, Eh oui. que ce soit confinement, que ce soit geste barrière, que ce soit fermeture des magasins essentiels, non essentiels, etc., Il vient à vous. le seul moyen, c'est d'éviter la circulation du virus en évitant les contacts. Et par conséquent, même dans les pays qui avaient tenté de s'isoler, pourquoi j'ai pris le cas de la Nouvelle-Zélande, je peux prendre celui de l'Australie, ce sont des pays qui sont des îles. Eh bien, néanmoins, ils sont obligés de prendre des mesures de confinement de millions de personnes. Voilà. Alors, on peut dire beaucoup de choses, mais donc, par conséquent, être patriote, c'est sauvegarder le peuple martiniquais. C'est ça, être patriote aujourd'hui. Je tenais à dire ça. Notre parti, le Parti communiste martiniquais, a pris une position claire. Scientifiquement, la seule solution à l'heure actuelle, c'est la vaccination. Et par conséquent, la sauvegarde du peuple martiniquais passe par la vaccination. Voilà. Je vais essayer de ne pas être redondant par rapport à ce qui a été dit là, et je souscris tout à fait. Hein. Tout d'abord, je souhaiterais dire que les gens qui ne veulent pas se vacciner font de leur corps une sorte de tabernacle de l'équation personnelle. C'est-à-dire que leur corps est sacré. Mais il faut savoir que quand on vous inocule une fraction infime du virus, on en prend bien moins que quand on attrape des millions de virus qui vont vous saborder votre corps. Ça, c'est scientifique. Hein. Deuxième élément, la médecine, c'est des statistiques. La médecine, c'est des statistiques. C'est une science avec des expérimentations et c'est le rendu des expérimentations qui fait consensus. Alors forcément, il y a des gens qui sont toujours originaux et qui ne sont pas d'accord avec les consensus dont l'OMS et les autres instituts, notamment l'autorisation de M. Lebanche, etc., qui sont des institutions très sérieuses, avec des études très sérieuses. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Bon, ces médecins-là, ils sont un petit peu... Mais je crois qu'ils sont appelés à l'ordre depuis peu. Donc, la médecine, si elle fait des préconisations, c'est parce qu'il y a des études statistiques qui l'accompagnent, avec des tests en double aveugle, des utilisations de produits placebo, c'est-à-dire on vous injecte de l'eau, on vous injecte de l'eau distillée, et puis après, à côté, il y a un autre... Pas du rhum, hein. Non, pas du rhum. On vous injecte, dans notre cohorte, on vous injecte des virus, et on fait un calcul, on fait un rapport d'efficacité, d'efficience, d'efficacité, et on constate quel public a bénéficié le mieux possible de ces tests-là. Donc, la médecine n'est pas aveugle, mais c'est surtout des statistiques. Troisième élément, je souhaiterais lire un certain nombre de choses que j'ai collationnées sur Internet, là. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone, cyanure, cadmium, benzène, ammoniac, arsenic, goudron, formaldéhyde, et je finis par nicotine. Cigarette. Voilà. Les gens qui fument inhalent ça et veulent me dire qu'ils ne vont pas prendre le vaccin. Je ne me moque pas des fumeurs. Hein. J'ai moi-même tiré 2 taffes dans une cigarette pour dans la modernité
il y a un certain temps. Mais bon, ben, soyons sérieux. Enfin, il faut être raisonnable. Vous avez entendu la liste de choses que je vous ai lues. Et puis enfin, pour ne pas être trop long, je souhaiterais aussi dire que on est à la 4e vague. Il faut savoir que l'immunité collective, si ce n'est pas la vaccination, ça sera la maladie. Et si c'est la maladie, comme il y a 90% des personnes qui se tirent à bon compte, c'est-à-dire qu'ils ne font pas de forme grave, il reste quand même 10% de personnes qui vont faire des formes graves. Sur 360 000 habitants, monsieur le statisticien, 10% c'est combien? Ça fait 30 000 personnes. Ça fait 30 000 personnes. 30 000 personnes feront une forme grave. Et donc sur ces 30 000 personnes-là, il y a un tiers alors, qui feront un Covid long. Avec des déboires. Aujourd'hui, on est en train de constater qu'il y a des trous, on trouve des Confusion mentale. des confusions mentales, et puis il y a des trous de mémoire, et il y a parfois même des bizarreries au niveau de la structuration du cerveau. On ne sait pas ce que représente le Covid long. Un tiers, 3 fois 10, 3 fois 11, 3 fois 12, 36, alors 12% de la population martiniquaise sera un Covid long. Enfin, je veux dire, au-delà des prises de position que je respecte, je dis simplement que les statistiques militent pour la vaccination. Et je vais finir par dire que j'ai des proches qui sont anti-vax. Et je suis vraiment attristé. Des très proches, je suis attristé parce que je n'arrive pas à leur faire entendre raison, tout simplement parce qu'ils demeurent réfractaires en évoquant, un proche me l'a dit, en évoquant une dimension, entre guillemets, satanique. Non, mes proches. Alors, je leur ai dit que le pape encourage la vaccination. Il m'a répondu, ouais, le pape, il bénit le produit qu'on lui injecte. On est dans l'incohérent. Pardon, on est dans le farfelu. Et là, je ne sais plus quoi dire, parce que le bon sens, il ne s'agit même pas d'être scientifique. Ce que j'ai dit là, je ne suis pas médecin. Donc je respecte. Je respecte le médecin, je l'écoute, etc. Quand ma voiture est en panne, je vais chez le garagiste. Quand je suis malade, je vais voir un médecin. Et la majeure partie des médecins disent quelque chose. Pourquoi vais-je, moi, m'opposer à ce que le consensus scientifique dit? Voilà. Bien, ok. Alors, ce que je trouve le plus attristant dans l'histoire, c'est la guerre entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre les vaccins. Alors, J'ai eu à faire des émissions sur ça et voir l'animosité. Ouais. Là, déjà là, sur Facebook, là, je lis déjà. Ah oui, bien sûr. Je lis déjà des insanités, quoi. Mais oui. Je me demande pourquoi on ne peut pas se parler, se comprendre, se respecter. On peut ne pas être d'accord. Je peux dire, je ne veux pas prendre le vaccin, toi tu l'as pris. Ben, il n'y a pas de souci, c'est pas pour ça que nous avons besoin de babiller. Non, alors je vais dire simplement, moi je vais dire franchement, très franchement, qu'il faut maintenant, moi je suis personne pour dire ça au gouvernement, mais il faut Ah non, maintenant- le conseil territorial. Oui, hein. mais il faudrait maintenir les tests gratuits, parce qu'il vaut mieux tester quelqu'un de manière à savoir s'il est contaminé ou pas, pour qu'il n'aille pas infecter les autres, plutôt que de supprimer ce test gratuit-là, voir des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller se faire tester, cacher leur maladie ou ne pas savoir qu'elles sont malades pour contaminer d'autres personnes. Donc, pour ça, je suis très clair. Et quand je dis que je respecte ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est tout à fait vrai. Mais tant que j'aurai la possibilité de donner mon point de vue, eh bien, je donnerai ce point de vue-là. Très bien. Eddy? Moi, je pense que il faut qu'on réponde à ta question. Les Antillais sont-ils réfractaires à la vaccination contre le Covid-19? Bon, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que cette question se pose pour à peu près 70% des pays dans le monde. Okay, donc, ce n'est pas une spécificité martiniquaise ou guadeloupéenne ou guyanaise de dire qu'on est réfractaire à la vaccination, puisque la vaccination est une technique de prévention de la maladie qui est jeune. Elle date du 19e siècle et donc elle est moderne. Et les vaccinations massives sont des choses relativement récentes. Et il y a toujours eu une espèce de peur. Et donc c'est d'abord un problème de communication. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que si on s'en tient à notre problématique martiniquaise et guadeloupéenne, et guyanaise, bien évidemment, c'est d'abord un problème de communication. Et quand on touche à la communication, on touche d'abord à la culture, puisque la communication
Le message doit être envoyé à une cible, et cette cible, elle reçoit ou pas le message. Et souvent, on se dit, est-ce que c'est notre message qui n'est pas bon, ou est-ce que c'est la cible qui ne comprend pas notre message? Moi, je pense que c'est notre message qui n'est pas bon. La communication qui a été menée jusqu'à maintenant vers les Martiniquais et les Guadeloupéens est une communication qui est occidentale et qui n'a rien à voir avec notre mode de vie. Alors c'est pour ça qu'il y a un médecin qui a dit, et moi ce médecin, je ne l'attaque pas, il dit, bon, vous savez, le vaudou, alors il s'est peut-être trompé, c'est pas le vaudou, il aurait dû dire le quimbois, ok, le rhum, etc. Bon, je rappelle que ce médecin, il a exercé en Martinique. Donc il sait de quoi il parle. Il y a des gens qui disent, ouais, mais c'est en boucle du 16e arrondissement, M. Baronetin. Non. Ils savent ça, il a dit. Et puis, pourquoi pas le département le moins vacciné de France, c'est la Mayenne. Or, la Mayenne, c'est le département où il y a le plus de sorcellerie. Et quand on fait des études en Mayenne pour dire, mais les mecs, pourquoi vous ne vaccinez pas? Les gens disent, vaccin diabolique. Donc, ce n'est pas une spécificité martiniquaise. Ok? Plus franco-français qu'un Mayennais, il n'y a pas. Je vais vous citer, les titres. Il y a 45 ans, dans Ouest France, okay, il y a 45 ans, une accusation de sorcellerie empoisonnait un petit village de Nord-Mayenne. Jeanne Favret-Sada, la sorcellerie dans la Mayenne. Sorciers et croyances magiques en Mayenne du XVIIIe siècle. Étudié 28 juillet 2021. 28 juillet 2021. Étudier la sorcellerie en Mayenne de nos jours. Ok? Bon. Et je fais le lien avec la vaccination. En Mayenne, c'est vous à vacciner parce que la diabolique, c'est pour répondre à ton proche. Bon. Donc en fait, c'est quoi le problème? Le problème, c'est d'abord un problème culturel et un problème de communication. Eh bien, c'est le problème de la chlordécone, hein? Mais qui impacte. On va mélanger les choses. Il n'y a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, mais je m'explique. Je vais te donner l'occasion de parler. Laisse-moi aller jusqu'au bout sur la communication. Moi, je pense que nous devons changer nos messages sur deux points. Le premier point, c'est de dire aux gens qu'ils sont libres de choisir. Mais il faut leur expliquer le choix. Or, on leur dit, mais vous devez vous vacciner. Moi, je dis aux gens, non, il ne faut pas dire aux gens qu'ils doivent se vacciner. Ça ne sert à rien. Ça ne servira à rien. Il y a une chose ces temps-ci qui fait que le taux de vaccination a explosé, donc je vais vous le donner. Je vais vous donner ça. On est passé, en 50 jours, on est passé de... Martinique ou... En Martinique. En Martinique. 17%. On est passé de... Non, les gens ne comprennent pas pourcent. Tu vois, là aussi, c'est culturel. Oui. Quand vous demandez aux gens, c'est quoi un pourcentage, ils sont, pour la majorité d'entre eux, incapables de vous dire ce que c'est. OK? Parce que un pourcentage, c'est une représentation conceptuelle. C'est une abstraction. C'est une abstraction. Donc, je vais vous donner les chiffres, la valeur absolue, parce que ça, les gens savent compter. OK? Et puis, je vais vous donner quand même le pourcentage. On est passé de 57 171 personnes ayant reçu au moins une dose à 93 790. Donc j'ai une très mauvaise nouvelle pour les antivax. Ça, leur discours ne fonctionne pas. On est d'accord? Plus tu vas tirer sur les gens qui veulent se vacciner, plus tu vas les envoyer se vacciner. Donc, ce n'est pas la peine de les stigmatiser. Il y a une seule chose qui marche pour l'instant, c'est la mortalité. C'est le fait qu'il y ait des morts qui envoient les gens à la vaccination. On est passé de 98 morts le 4 juillet, au total sur une année. Oui. C'est ce que Michel disait. Les gens ne s'inquiétaient pas, 98 morts, mais il faut arrêter. En 50 jours, on est passé de 98 morts à 274 morts. Chiffre d'aujourd'hui. 180% d'augmentation de la mortalité. Donc, c'est là qu'on voit que les Martiniquais sont intelligents, contrairement à ce que les gens disent. Les Martiniquais sont très intelligents, comme d'autres, comme les Réunionnais, comme les Australiens, comme les Néo-Zélandais, etc. Les gens se disent, bon, monsieur a dit, moi, le vaccin n'est pas bon, par contre, maman est mort, il n'a pas été vacciné, papa moins mort, il n'a pas été vacciné, tonton moins mort, il n'a pas été vacciné, ouais, bah, ça. Et des fois dans la même semaine. Moi, j'ai glissé, moi, j'ai vacciné. Donc, c'est bon. Mais je n'ai pas dit ça parce que moi, parlé, et on sait que moi vacciné. Non, Oui. Eddie, il faut quand même dire, monsieur qui a dit ça,
Mais peut-être puis c'est vacciné, il n'est pas mort. il a qu'à parler pour moi, peut-être qu'il Il est est vacciné, il n'est pas Alors mort. le deuxième élément, c'est le choix. Et notre communication doit être revue complètement. On doit dire aux gens, et ça ne vient pas de moi, hein, je parle beaucoup aux personnes âgées, j'adore ça. Et là, il y a qui dit, mais dis-o ça. Alors je vais vous le donner, parce que ce n'est pas de moi, ok? Les gens doivent, on leur doit leur dire, vous avez le choix. Soit on va vacciner, soit c'est virus-là qui a vacciné. Par contre, virus-là, là, il vaccine, soit il allait sur aller, et puis peut-être qu'il a marché de travers, Covid long, mais il vaccine, et puis, ou vive, c'est bien. Soit il a chaud. Qui sont préférés? C'est ça qu'il faut dire aux gens. Vous êtes libres. Soit vous vous vaccinez, soit c'est le virus qui va vous vacciner. Et il y a des gens qui disent, ah non, virus là, peut-être jamais vacciné. Moi. Ah bon? Il paye jamais vacciné? Je vais vous donner les chiffres. On est passé, donc le nombre de cas, on est passé de 12 000 cas, en 50 jours, hein, 12 000 cas, donc monde qui était trappé virus là, à 33 359, 168% d'augmentation. Je vais vous dire quand est-ce que toute la population martiniquaise aura été touchée par le virus. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont été touchés par le virus, mais on ne le sait pas. Ils ne savent pas. OK, 80%. Ouais. OK. En novembre 2022, si on continue à ce rythme-là, tous les Martiniquais auront été vaccinés, soit eux-mêmes, ils auront choisi une vaccination, soit le virus les aura vaccinés. Et comme disait mon ami Charles, quand le virus vous vaccine, il choisit, c'est lui qui choisit à ce moment-là. Soit il vous laisse aller, et puis pour un certain nombre de monde, ils ont les 3 pattes au lieu d'être les 4 pattes, et puis en l'autre partie, qui est mort. Donc, vous avez le choix entre vous vacciner ou laisser le virus vous vacciner. Ça ne vient pas de moi, c'est une bonne personne vaccinée qui m'a dit ça. Je crois qu'il est très important de rappeler aux gens que s'ils ne vont pas se faire vacciner, que nous passerons, dans un avenir très proche, la barre des 20 000 morts. Et ça va monter. Oui, on est alors, d'ici la fin de l'année, si ça continue comme ça, on avait calculé, on serait aux alentours d'environ 1000 morts. OK? 1000 morts, c'est le tiers du nombre de personnes qui meurent chaque année en Martinique. Absolument. Normalement. 3600 morts par année. Voilà. Donc, on aurait une surmortalité de 30%. OK? Et je vous rappelle que les mêmes personnes qui sont anti-vax, on va appeler ça comme ça, et je pense que la majorité d'entre eux vont penser dans les jours qui viennent, où il y a déjà eu des retournements. Les retournements sont en cours. C'est progressif, mais ça va venir. Ils vont comprendre que le discours qui est à peu près consensuel, qui est de dire la population martiniquaise perd chaque année 3 000 ou 4 000 personnes parce que les gens s'en vont, eh bien, on va faire mieux que ça avec le Covid. Et que le Covid va tuer plus de gens que les gens qui vont partir. Les projections. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de sauvegarde Oui. du peuple martiniquais et de patriotisme. Les projections d'une année glissante par rapport à la mortalité actuelle, projection d'une année glissante de juillet à juillet de l'année prochaine, c'est 4 000 morts. Ouais. C'est-à-dire que ce sera le double de la mortalité habituelle. Tout à fait. Et quand les personnes disent qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, moi je respecte. Il faut qu'ils sachent, comme disait Michel, que le virus il est aérien. De toutes les façons, vous allez le rencontrer. Ouais. De toutes les façons, vous le rencontrerez. Alors, il y a bien évidemment ce qu'on appelle la thérapeutique préventive, c'est le vaccin. Et puis, la curative. Quand on est malade, mais il y a le préventif. Pourquoi prendre le risque d'aller essayer de se soigner avec le curatif Une note d'optimisme quand même. Une note d'optimisme. Tu as parlé du curatif. Les scientifiques se sont orientés dans 2 directions. Le préventif, le vaccin. À cet égard, d'ailleurs, je conseille fortement à nos auditeurs de regarder en replay un excellent documentaire qui s'appelle La course au vaccin, qui a été publié par Arte, 91 minutes, Ouais. et qui
c'est un documentaire qui a été réalisé dans 5 laboratoires, un chinois, 2 américains, un australien, un anglais. OK? À l'intérieur, pendant que les types étaient en train de chercher. Pas après qu'ils ont trouvé le vaccin. On a l'auteur du documentaire a interrogé les scientifiques et on voit leurs hésitations, leurs hypothèses, leurs échecs même, etc., etc. Comment on a progressé et pourquoi d'ailleurs l'ARN messager est une découverte majeure. Un saut, un peu comme la pénicilline. Un saut. Bien. Donc, je disais donc la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, oui, excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. La bonne nouvelle, c'est que de l'autre côté, l'autre versant, c'est le curatif. Bon. Et là, les études, on laisse entendre, l'OMS laisse entendre, que dans quelques mois, on a sélectionné des milliers de molécules, on a sélectionné environ 290 molécules. Et que ces molécules sont testées. Et que, pour certaines d'entre elles, on pense qu'elles pourront empêcher ce qu'on appelle la réplication virale, c'est-à-dire la multiplication du virus. Et que peut-être, dans quelques mois, il y aura peut-être... Alors, j'espère que ce ne sera pas Pfizer qui va ramasser le gros lot pour ramasser du fric. Hein? Dans quelques mois, bon, en tout cas, parmi ces promesses, il y a celui dont a parlé Véran. C'est les anticorps monoclonaux. Ouais. Les anticorps monoclonaux. Autrement dit, les anticorps qu'on provoque par le vaccin, tu fais des anticorps pour te protéger toi-même, on te l'injecte pour te protéger de la réplication, de la multiplication du virus. Donc, c'est la confiance. Il parlait de la science et de la progression et de l'historicité. La science progresse et puis reculer l'obscurantisme et l'ignorance. Et la progression est hélas pas linéaire. On ne voit pas, elle est erratique cette progression-là. Il y a des avancées, mais il y a aussi des tâtonnements, des avancées, des tâtonnements. Forcément que les médecins ou que les politiques se sont trompés à un moment, mais ils ont dit ce que l'état de la science à l'époque leur permettait de dire. Et moi je crois qu'il faut 2 choses. La première, c'est qu'il faut que les politiques reconnaissent qu'ils se sont parfois trompés. Exactement. Et ça serait important. Pour dire finalement, oui, on s'est planté. Et puis deuxièmement, par rapport à ce que j'entends, ah oui, Big Pharma et tout, il y a un monsieur économiste que vous connaissez certainement, Toiti, qui a dit que le Covid enrichit les plus riches. Pense que ce fonctionnement de la planche à billets là encourage à la spéculation et que cette spéculation là, avec une économie boostée donc par cette surchauffe inflationniste là, permet au CAC 40 d'engranger des bénéfices énormes dans une économie artificielle, parce que l'économie, là, elle est surboostée par la planche à billets que donnent toutes les économies, y compris, laisse-moi finir, la Banque Centrale Européenne. Et donc, ce n'est pas Pfizer qui gagne de l'argent, c'est le CAC 40. Il faut arrêter de se focaliser sur Big Pharma. Alors, le terme que tu emploies d'habitude pour le CAC 40, c'est quoi? Pas les profiteurs, mais comment tu dis ça quand tu C'est la financiarisation du capital. Oui. Bon, en tout cas, les chiffres qu'il cite à l'heure actuelle, il y a un chiffre qui est officiel, ça a été donné par les Échos, ce n'est pas l'organe central du Parti communiste français. Bon, les Échos disent que les capitalistes du CAC 40, chacun, ont augmenté leur salaire de 5,3 millions chacun. Voilà. Cette année. Grâce au Covid. Grâce au Covid, voilà. Donc continuons comme ça et on permet aux riches de s'enrichir. Voilà, c'est ça. Et puis je finis, et là il ne s'agit pas de vaccination, etc. Mais moi, à la rentrée, comment vais-je faire? On rappelle que tu es prof. Je suis prof, je suis professeur. Comment va-t-on faire? Dans quelles conditions va-t-on reprendre? Cela fait 2 années que les élèves ne travaillent pas normalement, alors que la France a essayé de maintenir les établissements scolaires ouverts le plus possible. Mais comment va-t-on faire? Mais je parle des profs, et les petits commerces, et l'économie en général. Enfin, ces personnes n'imaginent pas les difficultés dans lesquelles on est. Alors, et puis pour finir aussi, le mythe. Quand on me dit, ah oui, mais en Israël, il y a énormément de vaccinés, il y a énormément de vaccinés qui sont à l'hôpital. Mais c'est normal.
Tout le monde est vacciné. Puisque tout le monde est vacciné. C'est normal que les vaccinés soient à l'hôpital, puisqu'on vous rappelle que 95% des personnes ne font pas de forme grave. Il peut y avoir 5% de personnes qui font des formes graves, donc forcément, ça les vaccinés. On a entendu quelqu'un sur un plateau de télévision récemment sortir cette manipulation des statistiques. Absolument. Et cette personne était un médecin. Hein. Absolument, une dame, je l'ai entendu. Et je suis en colère, effectivement. J'avais oublié ça. Cette personne était un oui. médecin. Alors, il dit, et puis après, on va passer à un autre sujet. Je sens que là, vous êtes en train de Je pense chauffer qu'il là. ne faut pas être en colère. Pas de colère. Non, il ne faut Pour pas être en colère. Tu as raison. Non, non. Tu as raison, Eddy. Non. Il ne faut pas être en colère. Il ne faut pas être en colère parce que de toute façon, les gens qui préconisent le vaccin vont gagner cette espèce d'affrontement. Tout simplement, je viens de vous le dire, parce que tôt ou tard, tout le monde sera vacciné. OK ? Et chaque jour, le nombre de vaccinés augmente. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de préserver la paix. Parce que lorsque cette histoire sera terminée, Ouais. les gens vont devoir vivre à nouveau ensemble. Est-ce qu'ils vont se souvenir que où t'es joué moins, ou le type qui a menacé de mort Judith, parce qu'il lui a envoyé un message que tout le monde se partage. Il l'a clairement menacé de mort. De quitter la Guadeloupe. Et il lui a demandé de quitter instamment la Guadeloupe. En Martinique, c'est le cas. D'ailleurs, plusieurs d'entre nous ici ont été menacés. OK ? Et nous sommes à nouveau menacés ce soir. Est-ce que ces gens-là pensent que lorsque cette histoire s'est terminée, nous allons oublier ça? Non. Cette pauvre Judith ne va pas oublier, parce qu'elle sait qu'il lui a envoyé. Le type ne s'est pas caché, il n'a pas déguisé sa voix. Elle sait pertinemment qu'il a menacé de mort. Et puis, imaginez que ces deux personnes soient invitées dans le même mariage, que la fille ou le fils de ces gens-là se marie et la fille se marie. C'est ça une société. C'est surtout une société insulaire, avec des croisements, des rencontres. Ah oui. Donc je pense qu'il faut arrêter la colère. Tout à fait. Parce que de toute façon, nous le savons, comme dans toutes les histoires, parce que moi je suis remonté au regard de ce qui s'est passé en Martinique en 1969 avec la grippe de Hong Kong. OK ? Heureusement, ça a duré très peu de temps. Ça a été particulièrement violent. Il y a eu plus de 1000 morts. Nous à 274. Hein. 1000 morts. OK ? Les gens, alors ça touchait les enfants, les jeunes, les gens devenaient violets et ils mouraient. OK ? Bon. Dans le monde, ça a touché. Et puis la grippe a disparu, comme ça, comme par hasard. 1,5 million de personnes. En 1956, en Martinique, il y a eu la grippe asiatique. Il y a eu plusieurs centaines de morts. OK ? Là, tu as appelé costaud et il a dit depuis longtemps. Donc, allons arrêter ça. De toute façon, que les gens gueulent contre la vaccination ou pas, ça va finir. Et ça va finir comment ? C'est pas très compliqué. Tout le monde sera vacciné. Obligatoirement. Que ça soit à travers un choix, soit c'est le virus qui va les vacciner. OK ? Moi, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse ce choix parce qu'il n'y a pas de Covid long, et puis derrière, et puis il n'y a pas surtout de mort. Et la mortalité... Attends. La mortalité est très importante. Donc, prenons le temps. Je pense que c'est important que ce soir, on prenne le temps sur ça. Absolument. De dire aux gens que le choix de l'hostilité, le choix de la guerre, Tout à fait. parce qu'on en est venu à ça dans la famille, c'est la guerre dans les familles, ça ne sert à rien. Parce que quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément au début les gens qui sont les plus nombreux qui gagnent, au début. Et les gens qui sont pro-vaccin en Martinique font partie d'une minorité. Et le problème, c'est que je regarde, chaque semaine, cette minorité devient la majorité. Donc je pose la question à ceux qui ont un discours de haine, mais les mecs, lorsque vous ne serez plus que 15 000, qu'est-ce que vous allez faire ? Quand 85% de la population martiniquaise sera vaccinée, quel discours vous allez pouvoir tenir ? Vous allez encore... Non. Vous avez le droit d'avoir vos opinions, mais vous n'avez pas le droit de menacer les gens qui ont une opinion contraire. Ça, c'est l'absence de démocratie. Or, si on fait un constat objectif, et je vais m'arrêter après ça, ce sont bien les gens qui sont anti-vaccins, qui sont les plus violents, qui sont les plus... je dirais, les plus agressifs. Or, moi, le conseil que je donne aux gens qui sont pro-vaccin ou qui sont vaccinés, c'est de finir avec ça.
Arrêtez le prosélytisme pro-vaccin. Faisons de la communication institutionnelle, mais arrêtez de vous battre. Parce que le mouvement est lancé et la vaccination va gagner. Oui, très court, hein, très court. Hein. Je te rejoins tout à fait. Non, ma colère, c'était contre le médecin en question. C'est tout ce que Ah, d'accord. Mais non. Alors, le pass sanitaire, est-ce qu'on peut... Non, est-ce que le pass sanitaire... Il faut quand même peut-être expliquer à certaines personnes, je ne sais pas, le pass sanitaire, parce que les gens pensent... On voit qu'il y a 250 000 personnes en France qui manifestent. Donc les gens se disent, il y a 250 000 personnes qui manifestent contre le vaccin. Et ce n'est pas forcément, c'est pas ça. Il y a des gens qui sont vaccinés, qui sont dans ces cortèges, ils estiment que c'est leur liberté, on atteint quelque part leur liberté, ils ne sont pas d'accord. Donc il ne faut pas se dire que pass sanitaire égale vaccin. D'après moi. Les médias jouent un rôle catastrophique sur cette histoire de manifestation contre le pass sanitaire avec 250 000 personnes qui défilent. Moi, ce que je ferais, si j'étais un média honnête, je dirais, il y a 250 000 personnes qui ont manifesté cet après-midi, samedi, et dans le même temps, il y a 700 000 personnes qui se sont fait vacciner. Voilà. Mais jamais c'est fait. On passe de 250 000 comme si c'était 2 500 000 personnes. OK? Et les 700 000 qui ont été se faire vacciner, là, pas ni pièce reportage. Voilà, le rôle des médias est fondamental, de mettre en perspective ceux qui sont contre et de corréler ça à ceux qui sont pour. Comme ça, et comme ça, le type qui est dans son fauteuil dit, il y a 250 000 personnes qui, ça fort. Et puis en même temps, il a dit, vous savez qu'il y a 750 000 personnes qui allaient vacciner. Et puis ça, 250 000, c'est tous les samedis. Par contre, 750 000 là, c'est tous les jours, il y a vacciner. Voilà un travail de journaliste. Alors, je vais te faire je vais te donner un élément de réflexion sur la question du pass sanitaire. Le pass sanitaire a été adopté en Italie et en Allemagne Sans bruit. sans bruit. Et autrement dit, et la deuxième observation, c'est une observation. Alors, Rappelle qu'à New York, aujourd'hui, tu ne rentres pas dans un restaurant si tu n'es pas vacciné. Pas ni pièce manifestation. Alors, ça, New c'est York, passe vaccinal. Donc. C'est un passe vaccinal. À New York, tous les employés de la mairie sont obligatoirement vaccinés. Hein. Bon. Et les employés fédéraux aussi. Bon. Non, parce que cette espèce... Non, Et on sait que c'est pas ton modèle, hein, l'américain. Si tu en parles... non mais pourquoi je dis ça, Mano, c'est que dans cette affaire de ce débat-là que nous avons martiniquais, il est martinico-français. Bon. Dans Justice, notre journal, depuis 1 an et demi, pour ceux qui le lisent, nous publions des informations sur la Caraïbe et l'Amérique latine, et notamment sur le Covid, de façon à montrer que les problèmes que nous affrontons sont affrontés par d'autres peuples dans des conditions proches, historiquement et culturellement proches. Ouais. Bon. Et puis... Ce qui vaut pour Cuba devrait valoir pour nous, puisque Nideboug a dans ces mounons qui contre vaccin, qui pro-Cuba. Oh, Cuba qui a dit ces mounons, venez-vous vacciner. Mais il y a un problème là. Et la deuxième aspect, puisque tu me lances sur Cuba a étudié la pharmacopée, une pharmacopée qui ressemble à la nôtre. Exactement. Bon, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne se sont pas contentés d'isoler une molécule. Ils ont testé la molécule. Et ils en ont fait des médicaments. C'est-à-dire qu'ils sont passés d'un savoir empirique, bon, à Santiago du Cuba, qui est une population qui ressemble à la nôtre, beaucoup d'Haïtiens d'ailleurs, qui sont venus couper la canne à la fin du... Beaucoup de Martiniquais qui sont venus du Panama, Oui. et qui au lieu de rentrer en Martinique, ils ont dit non, un pays post-esclavagiste, nous ne pouvons pas rentrer là, ils vont aller à Santiago de Cuba. Bon, eh bien, dans cette... Il y en a deux vieux nègres qui connaissent bataille. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les scientifiques cubains? Ils sont allés prendre ce savoir empirique, et bien, ils en ont fait une science. Ouais. Tu comprends? Mais ils n'ont pas fait comme la collectivité territoriale de Martinique, en faisant une motion nègre-blanc. Pardon? Donc tu ne l'aurais pas voté, toi? Je n'aurais pas voté.
je ne l'aurais pas voté. Je ne Excellent. répondrai pas à la provocation. Alors, Tu n'as pas voté, Charles. Tu n'as pas Je ne voté ça. répondrai pas à la provocation. Charles, tu n'as pas voté ça. Tu t'es abstenu. Je ne répondrai pas à la provocation. En fait, on a une propension à faire grève, à défiler, à être anti. En France, c'est assez, et vous pouvez en voir les conséquences, nous-mêmes aussi. Hein. Et je vous dis, hein, parmi les anti, parmi ceux que vous voyez notamment sur nos zones en Martinique, anti-vaccins, il y en a plein qui sont vaccinés. Ah Mais oui, comme ça, c'est c'est vrai. une tribune, J'en connais un ou deux. Oui. Un ou deux. oui, comme c'est une tribune pour exister, donc Ça, c'est dramatique. mais c'est une honte. C'est dramatique. C'est une honte. Mais je vous assure. Je ne vais pas les citer. C'est pour mais ça j'en que connais je un ou dis deux. aux gens. Oui, Vaccinés et qui disent qu'il ne faut pas se vacciner. oui. Voilà. Ils Alors, sont. en parlant de ça, des choses bizarroïdes, je vais quand même vous donner. Alors, C'était je le me premier fais. qui dit de ne pas dire les noms. Oui, on va pas dire les noms. On s'est vu, mais on va quand même vous raconter des histoires parce que moi, je pense à l'après. Tu sais, dans quelques années, nous n'avons pas les dit ça à l'entour. En belle ponche. En ponche, bah, comme ça. Ouais. Ni des gens qui sont crispés à un moment ça. Parce que il y a un médecin. Pas citer la commune parce que il y a un médecin qui distribue des tracts anti-vaccins dans son cabinet. C'est pas ça le plus grave. Hein. C'est que ce médecin donc donne des tracts aux patients qui sont venus le voir. Peut-être qu'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Voilà, tracts anti-vaccins. Et puis il récupère les tracts. Il y a des gens qui n'ont pas dit puis tract moi, bon moi tract moi. Et puis il y a une nouvelle fournée de patients qui donnent les mêmes tracts. Donc en fait, il distribue, s'il y a des gens qui ont le Covid, il distribue un médecin. Et puis Le tract et le virus. Le tract et le virus. Oui. C'est une bonne façon de diffuser le virus. Et le sentiment que ça t'inspire? Non, attends, tu sais, je vais te dire un truc. Faut J'ai pas de l'éliminer. sentiment. J'ai pas de sentiment parce que je pense là, en disant ça, je pense que les gens qui vont aller dans ce cabinet-là vont dire ah. mais quelle Monsieur- commune Au moins monsieur- quelle commune? Non, je ne vais pas dire commune, non, parce que vous savez qu'on est des communes, pas le médecin. Donc, moi, je n'ai pas le droit de faire ça. Éthiquement, je n'ai pas le droit. Par contre, j'ai le droit de dénoncer ça. Et puis, le deuxième truc, là non plus, je ne vais pas donner le nom. Il y a des médecins en Martinique qui ont été pris le doigt dans le pot de confiture qui font de faux certificats de vaccination. OK ? Ce n'est pas une spécificité martiniquaise, puisque vous avez vu qu'il y en a qui ont été pris en France, des médecins et des pharmaciens. OK ? Mais ce qu'il y a de plus grave, c'est que ces médecins tarifient ce faux. Les derniers tarifs que des médecins m'ont communiqué, parce qu'ils travaillent entre eux, là, Yokavé et Semunta, on est à 500 € le faux pass sanitaire. Le problème, c'est qu'il y a criminel. C'est criminel, mais il y a eu un problème. Un bénéficiaire d'un faux pass sanitaire est mort du Covid. Et à l'hôpital, quand il est arrivé, on lui a demandé s'il était vacciné. Il a sorti son vaccin. Il lui a dit, mais vous êtes vraiment vacciné? Non. Combien vous avez payé ça? 500 €. Mais Voilà la réalité de la Martinique. Hein. Mais cette Voilà la semaine, réalité. Cette semaine-là en Guyane, la Guyane a mis un dispositif nouveau en place pour tester toutes les personnes qui arrivent à l'aéroport. Et il y a quelqu'un, monsieur, donc, qui avait son passe sanitaire correct et qu'on l'a testé, comme il a testé tout le monde. Ouais, mais il prit en ça, il a été obligé de dire que c'est un faux passe. Ouais. Et il a été raccompagné par les policiers quelque part. Donc voilà. Il faut qu'on parle On de sait la jamais. réalité. Il y a une autre réalité dont on ne parle pas, parce que je sais que tu veux changer de sujet, mais ça intéresse quand même les gens, c'est les pompes funèbres. Ah ouais. Alors moi, j'ai fait mon travail de journaliste. Je les ai appelés, j'ai passé en revue le travail avec eux. C'est catastrophique hein, chez les pompes funèbres. Ouais. Est-ce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a tellement de morts que les pompes funèbres, une pompe funèbre classique a 3 cellules de réfrigération pour conserver les morts et le niveau de conservation est réglementé. La durée de conservation est réglementée, ça ne doit pas dépasser 48 heures. Or, aujourd'hui, les cellules de réfrigération sont pleines et ils mettent les gens qui sont déjà dans des cercueils. Là, Panisa fait cercueil ouvert, machin, etc. Les gens sont... Quand ils vont chercher les gens à la ménard, Le cercueil est fermé. cercueil fermé tout de suite. Tout de suite. ok. Ouais. Il faut savoir deux choses. C'est qu'il n'y a aucun produit qui est mis sur les gens pour les conserver plus longtemps. Et que la moyenne... Donc les gens sont à la chaleur, on va dire ça comme ça. Ils sont à température ambiante puisqu'ils ne sont pas dans des cellules. Les cercueils sont conservés jusqu'à 5 jours et parfois 7 jours. Vous imaginez un corps dans un cercueil Non traité. non traité pendant 7 jours, ok. Et
Voilà où ils en sont, les pompes funèbres. Et ils lancent des messages d'alerte en disant, en priant, entre guillemets, pour que le préfet prenne des décisions, d'arrêter les cérémonies religieuses. Parce que, par exemple, dans certaines communes, il y a jusqu'à 4 cérémonies religieuses. Parce que les gens veulent absolument que leurs morts, accompagner les morts. Et l'embouteillage des cérémonies religieuses a un impact sur l'embouteillage du traitement des corps. Voilà la réalité martiniquaise. Donc, quand vous avez... Et puis, il y a un autre problème. C'est pour ça que les gens qui font du prosélytisme anti-vaccin, etc., un jour, il va falloir qu'on fasse un peu le bilan de tout ça. Les mutuelles. Laissez-moi vous parler des mutuelles. Quand vous avez l'habitude d'avoir, 3-4 morts par semaine dans vos prévisionnels financiers, ça tient la route. Vous avez plus de gens qui cotisent que de sorties. Ça coûte à une mutuelle entre 4 000 et 6 000 euros. Mais quand vous avez 200 morts, on a fait le calcul. Quand on aura 4 000 morts, il y a des mutuelles qui vont déposer le bilan, très clairement. Parce que ça, ce n'est pas dans leur prévisionnel. 4 000 morts, en plus des 3 000 morts normaux. OK ? Voilà toutes les conséquences. Et ça, il faut en parler. Il faut dire ça aux gens. Et pour ajouter à ce qu'a dit Edith fort justement, le vaccinoscepticisme des scientifiques, des médecins, comment le qualifier? Parce que la population, je le répète, elle a le droit de se tromper. Elle n'est pas sachante. Mais un médecin qui est un sachant, qui n'accepte pas les conclusions de l'OMS, vaccinosceptique. Mais comment le qualifier? Parce que ça aussi, il faudra tirer un bilan à la fin. De toutes les façons, nous serons là pour mesurer les écarts. Code pénal. Et voilà. Alors, il y a déjà des cas. Je vous informe qu'il y a déjà des cas, des familles qui ont déposé des plaintes contre des médecins qui avaient refusé de vacciner et qui avaient retourné la tête de leurs patients. Donc, il y a 2 actions en cours. Il y a une action de l'ordre des médecins, vous l'avez vu, ils l'ont rendu public, et ils vont aller jusqu'au bout. Et puis, il y a des actions de familles qui disent mon papa ou mes parents étaient inscrits, parce que tenez-vous bien, les gens s'inscrivent pour aller se faire vacciner, et leur médecin de famille leur dit, mais finis ça, mon vieux, mais non, arrêtez, pas aller vacciner. Et puis, Bogaga mort. Et les familles vont porter plainte contre les médecins. Vous savez qu'on peut tracer, je finis, on peut tracer. J'ai entendu ce matin une alerte, je pense, d'un professionnel de santé qui disait qu'il y a un monsieur de 75 ans qui est décédé 2 semaines après avoir pris sa 2e dose. Où est le rapport de causalité? Il est mort dans l'ambulance 2 semaines après avoir pris sa 2e dose. Il le dit et ça tourne sur les réseaux sociaux. Où est le rapport de causalité entre la 2e dose et puis le décès? Et c'est ça qui circule. Il y a une autre dame. Puisque le rapport de 2e dose. Pas au mot pièce. Ou pas qu'elle est morte. Il y a une autre dame qui, avec un portable, filme des métropolitains sur la plage et qui dit voilà les soignants qui sont venus, etc. Mais on va remonter à l'origine de cette personne-là. Bien sûr. À partir du moment où la traçabilité et l'origine de la vidéo sera remontée, parce que si les enquêteurs veulent remonter, on saura qui a fait cette vidéo-là. Allons expliquer aux gens comment ça, pour qu'ils ne recommencent plus. On va leur dire comment ça se fait. Parce que les gens n'ont pas encore compris. Comment il y a ces messieurs qui veulent trouver, moi? Quand vous avez un portable, ce portable émet systématiquement des signaux vers les bornes qui permettent de retransmettre le message. C'est-à-dire que, ou l'a enlevé en dehors, même si vous n'avez pas parler, portable Cavrier, ti honte. Donc, ils savent côté où il est. Ils savent côté où il est. Et à qui l'est. Et puis à qui l'est. Et donc, le policier va demander. Comment c'est où c'est? Le policier va demander à l'opérateur donnez-moi tous les numéros de portable qui étaient là à telle heure, dans tel jour. OK? Et on saura que vous étiez dans votre véranda. On va aller sur la véranda, on va voir la plage, on va dire c'est où? Explique-leur même éteint le portable. Oui, même éteint. Même éteint. Ou peut éteindre, de toute façon, il peut émettre. C'est comme ça qu'on va retrouver les gens qui ont mis le feu. Vous savez, le feu qu'il y a eu dans le Gard. Eh ben, le type qui a foutu le feu, son portable était en activité, il était sur une aire d'autoroute, et c'est comme ça qu'on va le trouver, je pense, dans les heures qui viennent. Bien, alors... Donc, j'étais portable là, j'étais... Faut enlever la batterie. Alors...
Tu parlais des morts, mais il y a aussi les gens qui sont malades d'autres choses, des cancers, des gens qui ont d'autres choses, des problèmes. Et toutes ces opérations-là sont déprogrammées. Donc, ces gens-là sont déjà restés presque une année. Avec des pertes de chance. Voilà, c'est ce qu'on appelle une perte de chance. Des pertes de chance. Ça veut dire qu'ils vont mourir, ces gens-là. Ils vont mourir. Ouais. Il faut dire ça aux gens aussi. Ils vont mourir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place en réanimation pour eux. Alors, allons creuser cette question qui revient souvent. Les gens disent, comment un pays moderne comme la Martinique, il y a seulement 30 places de réanimation? Ce qu'il faut dire aux gens qui diffusent, là encore, cette information qui est fausse. Posez-vous la même question pour la France. Un pays de 70 millions d'habitants, ils n'ont que 5000 lits de réanimation. Donc, pour 400 000 habitants, c'est normal que nous n'ayons 30 lits. Parce qu'un lit de réanimation, c'est un lit qui sert de manière exceptionnelle. C'est ça qu'il faut dire aux gens, de manière exceptionnelle, pour des cas les plus graves, pour des opérations particulières, etc. Mais là, nous avons une pneumonie. Et une pneumonie, on étouffe. Et le seul moyen de garder en vie quelqu'un qui étouffe, c'est de le brancher on le met en coma artificiel. En réanimation. Parce que il faut dire aux gens ce qui se passe. Les gens n'ont pas conscience de ça. Lorsque vous allez en réanimation, on vous met un tuyau. Vous avez déjà essayé de mettre un tuyau d'aspirateur dans votre gorge en regardant la télévision, par exemple? Mais pour ceux qui ont déjà fait des fibroscopies, je pense qu'ils savent déjà. Ils savent, parce que de toute façon, il y a combattre ces gens-là. OK? Donc, c'est ça la réalité. Ah oui, ils ont pour soin nous. Ils ont pour soin nous. Ou certains qui ont les soins, venez, je vais monter, ça va les soins. Déjà, je vais éteindre nous, je vais ouvrir le bouchou, je vais foutre un tuyau aspirateur à dans le bouchou, et puis je suis obligé de tourner toutes les 16 heures pour ne pas tout faire. OK? Ou pas à pipi encore, ou pas à caca encore, ou pas à manger encore. C'est ça ou les? Venez. Et puis on parle aussi des accidents de la route. Hein, parce que des jeunes ou moins jeunes ont fait un accident de voiture, un accident de moto. Là, on a besoin d'arriver en réanimation des fois et c'est pas possible. Bon. Tu as raison de rappeler ça, Mano, parce que jusqu'à il y a encore 15 jours, parmi certains qui se disent des patriotes, il y a des gens qui étaient dans le déni. À qui tu penses? Ça fait plusieurs fois que tu dis ça, ça m'inquiète. J'ai envie de savoir. Il y a des gens qui ne voulaient pas admettre la gravité de la situation. Bon, ils ont cessé de dire ça, hein, depuis une quinzaine de jours quand même. Parce que pourquoi? Je vais parler quand même du rôle des médias. J'ai beaucoup apprécié lors du débat de Martine Premier, pour le citer, l'intervention de Marie-Josée Ali. Oui. Elle a attiré l'attention sur le rôle de ce que tu as dit tout à l'heure, de l'information. Le rôle des médias dans l'information. Il a fallu un reportage courageux, je vais la citer celle-là, de Cécile Marr. Cécile Marr, oui, tout à fait. De Cécile Marr, qui a fait un reportage à l'intérieur de l'hôpital. Ouais. Et qui a montré les couloirs, qui a montré la morgue, qui a fait parler un adjoint au maire du Marigot. Qui a fait un témoignage. Et c'est ça que Marie-Josée Ali a dit, c'est ça qu'on aurait dû faire depuis bien longtemps. Ouais. Depuis bien longtemps, c'est ça qu'on aurait dû faire. Et ce qui fait que, alors là, on a arrêté de dire que ça n'est pas vrai, que c'est pas si grave, etc. Ok. Bon, alors, je voudrais quand même dire, pour la première, qui nous aiment, c'est encore. C'est les gourous africains là. Arrêtez de polluer la page Facebook de Zouk Télévision, s'il vous plaît. On a envie de parler de problèmes sérieux. C'est pour là, on va comprendre qui mène, c'est pourquoi il y a une émission de ça. Mais parce qu'ils sont en Afrique. Ils sont tous du monde. Attends, mais ils sont en Afrique. Les gars, vous si vous avez besoin de 6 paiements après, ils savent. Après le résultat. Alors, tu te posais la question de savoir si oui ou non nous étions mystico-religieux. Oui. Mais l'offre. S'il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Ouais. Et pour le communiste, il s'y connaît, en droit du marché. Bon, alors, on va quand même parler de l'Afghanistan et des talibans. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est pour dépassionner le débat, ça. Oui, un petit peu. Je vois regarde les commentaires qui tournent là, un petit peu. Non, c'est quand même 20 ans de guerre pour en arriver là. Je ne sais pas comment vous avez vu. Moi, j'ai regardé ça comme une débâcle de l'armée américaine. Mais ce n'est pas seulement les Américains qui sont concernés dans tout ça.
Non, j'ai pas lu Alors, ton journal, c'est sûr. Mon ami Mano, j'ai préparé l'émission. Tu as utilisé. Alors, voici ce que j'ai mis. Et j'ai hein. pas lu ta feuille. Hein. Bon, j'ai mis ceci. Je vous le lis. Je me fais un pense bête. Débat pour les USA et l'Occident qui voulait remodeler le Moyen-Orient. Rappel du rôle des USA dans la promotion de l'islamisme radical. Osama Ben Laden, agent de la CIA, contre les soviétiques. Soutien, et puis terminé, il faut soutenir, parce qu'il y a quand même des démocrates et des progressistes en Afghanistan. Ça existe. Ça existe. Ouais. Voilà ce que je me suis mis comme pense-bête. José, sur les talibans, non, il faut quand même rappeler que c'est un pays où les femmes n'ont pas le droit de faire un certain nombre de choses. Ne peuvent pas voyager seules. Hein. Vous avez vu les gens monter sous les avions là, parce qu'ils voulaient quitter. Ils sont tombés parce qu'ils voulaient partir à tout prix. C'est affreux. C'était vraiment. Je vais parler. En fait, pour dire très court et pour partager ce que tu viens de dire, on ne peut pas laisser les sociétés occidentales qui veulent réorganiser la planète à tout prix et n'importe où. Il y a l'échec de ces politiques occidentales. On le voit, on voit ce qui s'est passé à Kaboul cette semaine. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon avis est très réservé sur ça. D'accord. Je veux dire, nous avons cette manière de croire qu'on peut utiliser les gens, on peut les utiliser, les manipuler, et croire qu'il ne va pas y avoir de retour de bâton à un moment donné. Et je vous laisse la parole, messieurs. Oui. Bon, très rapidement, Hubert Védrine avait parlé de messianisme démocratique. Bon, Alors, Hubert Védrine, c'est un ancien ministre des Affaires étrangères. Bon, c'est un type qui connaît très bien les de Mitterrand. Mitterrand, socialiste. Oui, et il connaît très bien les... Vas-y, tu veux préciser quelque chose à propos de Védrine? Non, je te dirais que Védrine est un type remarquable. Non, c'est un type brillant. Brillant. Il avait parlé de messianisme démocratique. Moi, je disais les choses autrement. Virginie occidentale, comment voulez-vous remodeler une société à l'image de la vôtre, sachant que c'est une société qui a une réalité tribale. En Afghanistan, c'est surtout les Pashtuns, qu'il y a une unité confessionnelle autour de l'islam. Or, chaque ayatollah a une lecture, une interprétation personnelle du Coran. Que la charia, c'est-à-dire la loi islamique, elle intervient dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire qu'elle intervient dans le domaine privé, le domaine public, l'usure est interdite, les banques n'existent pas, vous empruntez de l'argent, il faut rembourser l'argent à la virgule près, sans intérêt. Une fille se fait violer, eh bien, la sanction c'est que son violeur l'épouse. Enfin, un voleur se fait... Ah, c'est pas une sanction ça peut-être? Je sais pas. Un voleur se fait couper la main. Pour le monsieur. Hein. Oui, un voleur se fait couper la main. Enfin, voilà, quand on parle d'islamisme radical, en fait, ça remonte aux frères musulmans des années 30, Tout à fait. qui, en fait, sont apparus tout simplement parce que, quand les Occidentaux, parce que là encore, c'est une réalité, les Occidentaux sont allés avec les majors, les compagnies de pétrole sont allées pour puiser du pétrole et puis récolter... Laurence d'Arabie. Notamment, récolter de l'argent. Qu'est-ce qu'il se passait? C'était le principe 50-50. 50% pour les populations locales, 50% pour les industriels. Sauf que la réalité, c'est que les puissants gardaient l'argent, tout l'argent pour eux, et rien n'était donné à la population. Donc les islamistes se sont dit, puisqu'on ne peut pas bénéficier de la manne et de la richesse financière que l'Occident propose, parce qu'elle reste chez les nantis, chez les puissants, et chez les mollahs, et chez les élites, eh bien nous allons nous recentrer sur ce qu'on a de pur, c'est-à-dire notre civilisation. Et notre civilisation, c'est la religion. C'est de là que vient l'injustice de l'exploitation du pétrole par les Occidentaux, dans les années 30 jusqu'aux années 60, dans ces pays-là, crée l'islamisme radical. Parce que vous allez exploiter du pétrole, vous ne voulez pas redistribuer la manne financière, vous gardez une partie et les élites gardent l'autre partie. Eh bien, ils se recentrent sur ce qu'ils ont de plus authentique, d'après eux, c'est-à-dire la culture, en somme, de considération de considération culturelle, donc la civilisation, hein, qui va faire encore et qui va permettre à ces gens-là de se retrouver pour se battre pour un idéal.
alors un idéal confessionnel, soit, mais un idéal quand même, qu'ils feront bloc contre l'occupant. Et pareil pour les Américains qui ont voulu absolument chasser les Soviétiques d'Afghanistan, qui sont allés armer les Moudjahidines. À l'origine, les talibans, c'était les Moudjahidines. Et les fameux missiles Stinger donnés aux talibans. Les talibans, donc c'est les étudiants, les chercheurs, hein, qui allaient dans les madrasas pakistanais étudier. Je vais rapidement faire. Mais pourquoi au Pakistan? Là encore, c'est la géopolitique. Parce que le Pakistan, qui est à majorité musulmane, il a toujours eu pour ambition de résister à son puissant adversaire indien qui est hindou. Et donc, les Pakistanais ont joué un petit peu aux sorciers parce qu'ils permettaient des madrasas pour permettre aux talibans de venir étudier, entre guillemets, la foi islamique, de manière à contrer par l'idéologie islamique les hindous indiens. Mais leur créature leur a échappé. Parce que les Pakistanais sont les alliés objectifs des États-Unis. Alors, on est obligé de couper parce que Grégory m'a déjà mis le signal. Voilà. Rapidement, quand même, peut-être dire si le conflit au SMTVD, c'est réglé ou pas? Vous savez? Sans voie de règlement. Non, c'est Pas de règlement. Pourtant, il y a une médiation qui est en cours. il y a le syndicat de Goma qui a signé déjà l'accord depuis une semaine. Oui, mais le syndicat... Alors, le syndicat de Goma dit qu'il a le droit de signer parce qu'il est représentatif au niveau de la Martinique. Oui. Et le syndicat de l'USAM se dit majoritaire au sein du SMTVD. Bon. Et la loi dit quoi dans ça? Quel syndicat qui doit signer? Ben, la loi dit que l'accord est valable, mais le syndicat qui est dans l'entreprise dit que tant qu'on n'aura pas signé un accord d'entreprise, il y a un accord d'entreprise que nous n'avons pas signé, votre accord n'est pas là. Donc, bon, là, il faut quand même dire la vérité, parce que là, on est en train de tourner autour du pot, etc. Ce sont des rapports qui sont des rapports internes, on va dire ça comme ça, avec des choix de titularisation qui sont des renvois d'ascenseur, qu'un syndicat ne comprend pas parce qu'il dit mais il y a des gens qui sont privilégiés, qui sont arrivés depuis moins d'1 an, qui sont titularisés, et nous, etc., etc. Et en fait, derrière tout ça, ces grèves, il faut dire ça aux gens, il faut dire aux Martiniquais que la grève, souvent, et au SMTVD c'est le cas, n'a pas de facteur d'explication qui soit rationnel. On comprendrait que ça soit... Il mettait un bouc dehors, les conditions de travail sont exécrables. Pas du tout. La vérité, c'est que il y a des gens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps, qui sont titularisés, alors qu'il y a des gens qui sont là depuis plusieurs années, qui attendent d'être titularisés. Mais comment ça se fait? C'est essentiellement des relations politiques, des relations de retour d'ascenseur. Et ça... globalement, c'est un peu ce qui caractérise la société martiniquaise. Le challenge de gens comme Charles Chamas, c'est terrible sur tes épaules, c'est le nettoyage des décisions politiques ou des relations politiques dans les 30 prochaines années. C'est dire ce qui a servi de base à nos politiques pendant des années, parce qu'il y avait des choses difficiles, les arrangements, allons essayer de faire en sorte que ça soit moins le cas. Allons essayer de faire en sorte que nous respections davantage la loi, que nous respections davantage les droits des gens. Tout à fait. Et Chamas a une énorme responsabilité. Je suis vraiment désolé pour toi, Charles, mais c'est toi qui as été, moi pas vous t'es là. Le nettoyage global de ça, et l'éviction de la corruption est une tâche terrible. Mais la survie, pour embêter Michel, la survie du peuple martiniquais passe par ça. Bien, alors... Oserais-je dire, la titularisation par la compétence, c'est pas par le politique. Aïe, aïe, aïe. Bien, alors, on a fini. On n'a pas le temps de parler d'une aide financière en soutien à la presse ultramarine. Ça veut dire que l'argent viendrait de France, ça? Oui, mais ça encore, c'est une arnaque globale, parce que nous, presse écrite, nous avions déjà droit à ça
à travers des dispositions. Et non Mais là, jamais le donné. gouvernement dit, bon, écoutez les mecs, on va faire un effort, on va vous prouver qu'on ne vous oublie pas, les Noirs, parce que vous êtes Noirs, parce que tu as vu que c'est uniquement l'outre-mer, on va prendre 2 millions d'euros. C'est quoi 2 millions d'euros? C'est une plaisanterie, les mecs. Eddy, Une plaisanterie. oserais-je te dire que toute la presse Qu'est-ce que ultramarine tu as- n'appartient tu as un pas aux texte, là Noirs. Oui, oui, non, c'est mais, le sujet. non, mais Bien. comme dirait l'autre, il n'y a pas que des Noirs. Non, alors je vais vous poser quand même la question en préparant l'émission, je me suis reporté. Mais il ne pourra pas te répondre parce qu'on a fini là, Grégory. Ah bon, Il a d'accord. coupé la lumière. Bon, on a coupé la lumière. Donc, Si lumière rouge là, qui a brûlé, c'est moi. c'est lumière blé, hein. Vers là, il met des vers là, vers là. On peut parler quand même. Oui, vous pouvez. Un patron de RCI, regarde ce qu'il dit. Et parlez, on a fini, mais. C'est pas le film. Non, le giggle n'est pas encore passé. Non, je n'aurais pas fait ça. Je veux te demander ça. Rapidement, vas-y. Ah, tu vas demander off, et puis on en parle la semaine Non, mais il prochaine. me demande et puis je lui réponds la semaine prochaine. Ok, d'accord, vas-y, demande. Alors, je lui demande, les 2 millions, tu as trouvé ce chiffre-là où? Alors, c'est public. Oui, je l'ai vu, je l'ai Tu vu. vas sur le net et Non, parce que ils ont nous fait avons- un communiqué. Ils ont fait un communiqué. Ah, le ils ont ministère fait- de la Culture, voilà. Ah. De Bachelot, la culture et de l'outre-mer. Roselyne Bachelot Et avec le corps nu. Voilà. Non, parce que à justice, nous suivons ça de très près. Oui, oui. Non, non, Bien sûr. ils ont fait un communiqué officiel. Ouais. Bon, eh bien, merci à tous les quatre. Ça a été une émission fort intéressante hein, pour une Mais reprise. qui va remuer. Hein. Les sujets sont. En espérant que nous serons vivants la semaine prochaine. Charles, fais attention parce que toi, tu es un homme politique. Merci à tous les quatre. Ah Passez un oui, excellent vous week-end. êtes deux politiques. Tout à fait. Ouais. Passez un excellent week-end. Je ne vous souhaite pas d'aller à la mer, puisqu'on ne peut pas aller à la mer. On ne peut pas faire ça. En Guadeloupe, ils peuvent. Hein. Ils peuvent aller à la mer le matin, je crois. Et je me demande ce que le préfet attend en Guadeloupe. Les mecs, là, ils ont eu 7000 contaminations. Oui. Nous, on en a 4000. Ils ont 7000 contaminations. Au cas laisser ce monde aller en mer? Bien. Ah non. On n'a pas Allez, de temps. bonne soirée, bon week-end, à bientôt. Merci à vous, merci à Grégory. Merci, au revoir.